Bonjour Thierry Mariani. Bonjour. On vous retrouve pour cette chronique. Évidemment, vous vouliez revenir un peu sur les événements de ce week-end avec ce grand rassemblement qui a eu lieu à Paris. Oui, traditionnellement, je ne parle que de sujets européens, mais là, compte tenu de la gravité de la situation, je voudrais rajouter quelques mots sur ce qui s'est passé la semaine dernière, puisqu'à la même heure, on attendait le jugement et je vous disais naïvement que je ne pensais pas qu'on irait jusqu'à la sanction qui a été prise. Bien sûr que j'étais hier aux côtés de Marine Le Pen, comme mes collègues parlementaires, sur la place Vauban, parce que je pense que ce procès, en réalité, était extrêmement grave. La manifestation d'hier, ce n'était pas une manifestation contre les juges. C'était une manifestation pour la démocratie et pour une vraie indépendance de la justice. Je me permets quand même de rappeler un épisode qui est vite passé inaperçu dans ce procès, mais qui devrait disqualifier un certain nombre de ses acteurs. Quand Madame le procureur dit sur ce contrat, je n'ai aucun élément, mais je ne peux pas réclamer la relaxe, ça me ferait trop mal. Voilà. Au début, c'était tellement immense qu'on s'est demandé si ces propos avaient vraiment été prononcés. Je viens de retweeter ce matin, je crois que c'est France Info, qui, comme on dit aujourd'hui, débunké pour savoir si c'était vrai ou faux, et c'était des vrais propos, tenus peut-être dans un moment où le procureur s'est un peu lâché et a peut-être un peu trop extériorisé ses sentiments. Bref, ça me ferait trop mal de réclamer la relaxe. Comment vous voulez ensuite qu'on pense que ce procès n'était pas, comme Marine Le Pen l'a dit, un vrai procès politique? Alors, aujourd'hui, les choses, lundi, on a eu la sentence. Mardi, on a appris une bonne nouvelle. C'est à savoir que la justice, quand elle le voulait, savait s'adapter dans des circonstances exceptionnelles. Il y aura donc un appel avant l'été 2026. Et ça veut dire que rien n'est joué pour les candidatures de 2027. Est-ce que d'abord, tout ça est simple? Bien sûr que non. Pourquoi? Parce que connaître si un tel ou une telle pourrait être candidat en juillet 2026, ça bloque énormément. Vous savez que bien avant, on doit lancer, par exemple, la collecte des parrainages. Ah oui. Bien avant, on doit lancer les demandes de prêts pour financer la campagne. Parce que, je le répéterai jamais assez, on est le seul parti en France où les banques refusent de nous prêter de l'argent alors qu'on dépasse à chaque fois largement les 5%. Et donc, bien sûr que ça nous handicapera. Et désormais, on va attendre ce deuxième procès, mais je pense qu'il ne faut pas se limiter, et c'est le point sur lequel je voudrais brièvement insister, au problème de l'exécution immédiate. Bien sûr, l'exécution immédiate était scandaleuse. On nous a expliqué que c'est la loi Sapin 2 de 2016, etc. J'étais de ceux qui ont voté la loi Sapin 2 de 2016. J'ai vérifié. L'inéligibilité, contrairement à ce qu'on dit, n'était pas automatique. Car il y a toujours, c'est constitutionnel, le pouvoir d'appréciation du magistrat. En réalité, c'est un peu comme les peines planchers qui avaient été mises en place à un moment. Elle est automatique, mais on peut ne pas l'appliquer si on motive la décision. Voilà, c'est-à-dire si on explique qu'on ne souhaite pas l'appliquer pour telle et telle raison. Et là, franchement, il y avait 50 raisons pour ne pas l'appliquer. Et puis, deuxième fait que je trouve scandaleux, c'est que le tribunal a condamné la ligne de défense, il le dit très clairement, de Marine Le Pen. C'est-à-dire, en clair, on reproche à Marine Le Pen de ne pas être arrivée au tribunal tel le bourgeois de Calais, la corde au cou, en disant « j'ai péché, je vous demande de me pardonner et je ne recommencerai plus parce que j'ai mal agi ». Non, Marine Le Pen s'est défendue et je pense que pour le deuxième procès, puisque visiblement sa ligne de défense sera la même, c'est la seule qui est bonne. Nous sommes innocents. Nous sommes innocents. Je rappelle quand même que tout cela a commencé comment ? Par une plainte de l'Union européenne de M. Scholz, qui était à l'époque le président socialiste ultra-fédéraliste du Parlement européen. Un personnage qui était extrêmement en pointe contre tous les souverainistes et justement qui a réclamé ce retour sur le salaire des assistants parlementaires. Or, en réalité, quelle est la conception de M. Scholz et quelle est la conception du Parlement européen ? C'est de transformer tous les assistants parlementaires en sorte d'auxiliaires ou de bureaucrates de l'Union européenne. Eh bien, je répète une fois de plus que la conception française de la politique, c'est que les assistants parlementaires sont des auxiliaires
des politiques et que forcément ils font de la politique. Voilà. Et c'est pour ça que je pense que cette ligne de défense qui est peut-être dangereuse, mais qui est la seule qu'on peut accepter, c'est-à-dire on ne demande pas une peine légère, on ne demande pas une non-application immédiate, on demande une relaxe. Parce qu'en réalité, on a utilisé des assistants parlementaires pour faire de la politique et non en les transformant comme, j'allais dire, auxiliaires de la bureaucratie bruxelloise. Voilà pourquoi cet appel sera très intéressant à suivre. Et on le suivra, Thierry Marignani. Autre sujet ce matin, rapidement, vous vouliez nous parler de cette guerre commerciale qui n'en est, à mon avis, qu'à ses prémices, mais qui commence déjà à apparaître très clairement. Oui, et c'est un séisme de plus. En ce moment, l'Union européenne ne sait plus où elle est. Parce qu'après s'être pris pour le nombril du monde incontournable et voir que finalement la paix en Ukraine pouvait se négocier sans elle, et même si Macron se démène dans tous les sens pour organiser des conférences et se donner l'illusion qu'il agit, en réalité, cette décision de Donald Trump va à l'encontre, là aussi, de tous les dogmes de l'Union européenne, comme l'expliquait comme dans le précédent débat, l'un de vos intervenants. L'Union européenne est basée sur le fait que le libre-échange est la solution. Le résultat du libre-échange, on l'a vu, c'est la désindustrialisation dont vous parlez précédemment, et puis surtout une Union européenne qui veut signer des accords de libre-échange avec toute la Terre, où à chaque fois c'est le même modèle, l'agriculture française est sacrifiée, et le peu qui nous reste d'industrie est mis en danger. Alors après avoir signé des accords avec une dizaine de pays, on connaît l'accord sur le Mercosur, mais on sait que l'Union européenne veut signer avec l'Inde, avec l'Indonésie et toute une série d'autres pays. Et donc là, c'est un choc. Donc ce sera intéressant de voir comment l'Union européenne réagit, ou plutôt de voir si l'Union européenne est capable de réagir. Ouais. Parce que cette semaine, toute une série de réunions sont prévues, et comment cette réaction va être décidée. C'est une réaction qui se décide, je vous le rappelle, à la majorité qualifiée, c'est-à-dire il n'y a pas de droit de veto pour les États, puisque les relations commerciales sont une compétence exclusive et totale de l'Union européenne. Mais c'est pas facile, parce que vous avez d'un côté des pays qui n'ont pas vraiment envie de se mettre à dos les États-Unis, je pense à la Hongrie, je pense à l'Italie, des pays qui ne veulent pas trop en faire parce qu'ils se pensent qu'ils s'en sortiront quand même, comme l'Allemagne qui veut continuer à vendre ses voitures, et puis des pays qui sont le grand gagnant de la situation jusqu'à présent. Et on ne le cite jamais, mais il y a un pays qui est extraordinaire, qui s'appelle l'Irlande, qui touche 155 milliards d'excédents 155 milliards d'excédents dans sa balance de paiement avec les États-Unis, parce que tout simplement, notamment, c'est l'exemple qu'on prend à chaque fois, mais c'est le plus parlant, les iPhones ou les téléphones qui sont produits en Asie à 105 ou 150 euros passent par l'Irlande, si je puis dire administrativement, et ensuite sont revendus aux États-Unis beaucoup plus cher. Pourquoi ? Parce que l'Irlande est le pays qui a les taxes pour les entreprises les plus basses. Donc moi je pense qu'il y aura très peu de réactions de l'Union européenne, on verra si je me trompe. Pourquoi ? Le protectionnisme américain, ça a toujours existé. On le découvre maintenant. Mais ceux qui ont un peu de mémoire et qui regardaient déjà comment ça se passait avec M. Biden devraient se souvenir que M. Biden, la dernière année de son mandat, avait fait adopter quelque chose qui s'appelait l'IRA, Inflation Reduction Act. C'était de mémoire plus de 300 milliards mis à disposition pour les entreprises qui viendraient produire sur le sol américain. C'est-à-dire, en clair, piquer les entreprises qu'on pouvait au niveau européen ou dans d'autres zones. Voilà. Deuxièmement, autre exemple là aussi sur M. Biden, ce qu'on avait appelé le CHIP Act, c'est-à-dire pour faire en sorte que tout ce qui est puce soit relocalisé sur le sol américain, et là aussi avec des aides considérables. Alors, soyons honnêtes, le deuxième point sur les puces électroniques, malheureusement, ne concernait pas vraiment l'Europe, puisque vous le savez, on n'est pas le premier producteur. Donc, le protectionnisme américain, c'est pas une nouveauté. Je vous rappelle que c'est le pays où les marchés publics sont le plus fermés, alors qu'en Union européenne, une entreprise de n'importe quel pays peut venir et rafler tous les
contrat public, si elle est concurrentielle. Aux États-Unis, il faut une part d'entreprise nationale et donc le protectionnisme existe. Voilà, et donc cette semaine, il faudra suivre les réactions de l'Union européenne sur ces décisions. Il y a, s'il me reste une minute ou pas? Il vous reste 30 secondes. 30 secondes. Alors, il y a un truc, comme d'habitude, inapplicable qui a été mis en place l'année dernière qui s'appelle l'instrument anti-coercition. Ça permet, vous allez comprendre tout de suite, de réagir fermement si le Conseil, les chefs d'État et le Parlement sont d'accord et votent la même chose. Bon courage. On y sera peut-être dans 1 an ou 2. Je pense que d'ici là, le procès de Marine Le Pen sera à nouveau rejugé et l'Union européenne continuera à être un peu le dindon de la farce. Merci Thierry Mariani pour cette chronique. On vous retrouve la semaine prochaine. Merci.